Bonsoir à tous. Ce soir, donc dimanche 2 avril, nous recevons pour la deuxième fois le camarade Cocopelli pour une nouvelle conférence sur Balzac, Honoré de Balzac, le romancier bien connu. La conférence de ce soir s'intitule Balzac et l'argent. Donc notre camarade Cocopelli est professeur de littérature et prépare une thèse sur Honoré de Balzac. Je lui laisse la parole pour cette conférence. Bonsoir. Bonjour à tous. J'avais, il y a presque un an, je crois, euh, fait une conférence sur la pensée de Balzac. J'avais introduit, comme ça avait été très long, je m'étais beaucoup étalé. J'avais fait une conférence donc sur vraiment l'importance de cet auteur génial pour la compréhension de la modernité, la compréhension du monde moderne, ses réflexions sur la nature humaine, sur la société, etc., qui sont bien connus, et le caractère évidemment très foisonnant de son œuvre, qui examine toutes les dimensions du monde, de l'univers, de la société, de l'économie, de la psychologie, etc. Donc ce soir, ce que j'aurais voulu faire, c'est quelque chose autour de la pensée économique ou le rapport, la réflexion de Balzac sur l'argent, à partir d'un travail qui a été fait, pas par moi, parce que je ne suis pas spécialiste de l'argent chez Balzac, ou de l'économie, je ne suis pas très économiste, euh, mais plutôt à partir d'un travail que j'ai pu écouter, de quelqu'un que je vais citer, puisque j'ai trouvé vraiment son travail, je vais me baser dessus pour vraiment réfléchir avec vous et vulgariser dans le sens de transmettre à un plus grand public un travail d'un universitaire littéraire qui s'appelle Alexandre Perrault, qui est maître de conférence et qui est balzacien, c'est-à-dire qui est spécialiste de Balzac. Donc je vais me baser dessus pour essayer de réfléchir sur ce que peut nous apporter la pensée de Balzac sur l'essence, une des notions, un des objets essentiels de la modernité, de la société moderne, qui est l'argent. Donc, vous connaissez peut-être un certain nombre d'œuvres de Balzac, donc, par exemple Illusion perdue ou Le Père Goriot, ces œuvres font partie de ses œuvres les plus connues, où on a à chaque fois le mécanisme de la dette, le mécanisme de la dépense, du revenu. C'est quelque chose qui est absolument central chez Balzac. Balzac est un des auteurs, et probablement le premier auteur, le premier grand auteur, le premier grand romancier français à mettre l'argent au centre du fonctionnement de la société, à révéler que en fait l'argent devient le moteur social essentiel de la société moderne. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental pour, pour l'histoire de la pensée et l'histoire de la littérature, mais aussi l'histoire de l'économie aussi, puisqu'il s'avère que la pensée économique de Balzac est assez développée, assez élaborée, assez moderne elle-même, et en même temps, Balzac garde un point de vue extrêmement moral sur l'argent, un point de vue extrêmement sain, et il essaie d'en dévoiler les aspects nocifs, les aspects négatifs, en même temps que les aspects énergétiques. Donc c'est là-dessus que je vais me baser, c'est l'ambivalence de l'argent chez Balzac, vraiment ambivalence une ambivalence très forte, quoi. L'argent, c'est vraiment le pire, le meilleur parfois, mais souvent quand même le pire, dans les histoires de Balzac et dans la société à laquelle il renvoie et qu'il décrit. Donc, Balzac, c'est un des premiers auteurs donc, à révéler les mécanismes d'exploitation qui structurent la réalité économique. C'est-à-dire que le personnage romanesque représente un individu qui va se trouver dans un engrenage, un mécanisme d'exploitation qui va faire de lui une valeur économique. Et ça, c'est vraiment Balzac qui écrit dans les années 1830, 1840. Donc on est vraiment au début du grand développement industriel et technique du 19e siècle. Balzac déjà a tout compris, ce mécanisme d'exploitation de l'individu. Et donc il va dévoiler comment la violence économique va s'exercer sur un sujet et comment l'individu moderne
devient guidé par l'intérêt. Donc la notion de l'intérêt est absolument fondamentale, dans tous les sens du terme d'ailleurs. L'individu devient guidé par l'intérêt, et non plus par le devoir ou par l'honneur, qui sont des valeurs de l'Ancien Régime. Donc voilà qui est tout de même très intéressant, donc de la part de Balzac, de nous démontrer comment l'individu moderne se fonde maintenant sur l'intérêt et non plus sur des valeurs. Alors le premier grand point, la première grande idée, c'est que l'argent devient l'arbitre central de la société libérale. L'argent, donc tel que Balzac le révèle, et tel que Balzac dépeint la société de son époque et la société qui arrive à son époque, qui est l'avènement de la société libérale moderne, fait de l'argent l'arbitre neutre. C'est-à-dire que ce qui devient neutre, l'argent est neutre par définition, puisqu'il sert, vous le savez, de monnaie d'échange qui, entre deux parties, va créer une sorte de moyen, d'intermédiaire neutre entre des parties qui peuvent être très différentes, entre un acheteur et un vendeur, etc. Donc des gens différents vont se retrouver sur une monnaie qui est une valeur neutre de base, sur laquelle on va pouvoir communiquer entre les hommes, communiquer des marchandises. Donc l'argent est a priori neutre, et c'est donc pourquoi l'argent devient-il une des fonctions centrales de la société moderne, parce que la société moderne se fonde sur une neutralité axiologique, sur une neutralité morale, c'est-à-dire sur le fait que la société libérale, la société moderne, n'est plus fondée sur la morale, n'est plus fondée sur des notions de bien ou de mal, ni même sur des valeurs qui pourraient être laïques, non, mais elle est fondée sur l'argent, qui est fondamentalement neutre. Donc, l'avènement de l'argent révèle un abandon d'une structure morale qui pouvait régner dans la société d'Ancien Régime, la société d'avant. L'argent donc se révèle comme le ressort de la modernité. Alors en tant que ressort, il est ressort énergétique, mais en tant qu'agent neutre, il est un principe de neutralisation de la morale. C'est-à-dire que la morale et les valeurs sont neutralisées dans les échanges entre les hommes. Les hommes n'ont plus à se baser sur des valeurs morales pour échanger entre eux, pour avoir un commerce, mais commerce dans le sens de relations sociales. Donc les relations sociales ne sont plus basées sur des valeurs, mais sur l'argent, qui neutralise donc l'échange, le commerce entre les hommes. Alors, cette neutralité de l'argent, elle est tout de même mise à mal par toute une tradition que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, la tradition de la critique de l'usure, c'est-à-dire la critique du prêt à intérêt, qui se retrouve chez Balzac, l'usure étant le prêt à dette, la dette, l'intérêt, étant fondamental dans les romans balzaciens. Tous les personnages balzaciens et même Balzac lui-même sont frappés par des dettes, par des prêts qu'ils doivent rembourser, par des dettes qui s'accumulent. Et donc Balzac, évidemment, il s'inscrit dans une longue tradition qui remonte au Deutéronome, biblique, et qui remonte également à Aristote, donc, qui fait une critique de la crématistique, c'est-à-dire de la science de la gestion qui existait déjà dans la Grèce antique, science de la gestion de la production de richesses. Et dans le Deutéronome, dans la Bible, on sait que ce soit chez les Juifs, dans le Deutéronome, chez les chrétiens, puis chez les musulmans, il y aura une critique théologique de l'usure. Donc Balzac s'inscrit dans cette tradition. C'est-à-dire qu'il démontre que l'argent, bien que neutre, a des aspects fondamentalement négatifs sur la vie humaine, que l'usure pèse fondamentalement sur la destinée des individus. Alors, le côté qui pourrait être positif pour certains lecteurs ou pour certains critiques, c'est que, à l'inverse, donc l'argent est neutre, donc il va permettre à l'individu moderne de se libérer des pesanteurs
qui étaient associés aux relations sociales de l'ancien régime, de l'ancien monde. Par exemple, les relations sociales fondées sur des valeurs, sur le devoir, mais aussi sur des structures anthropologiques de base comme le don et le contre-don. Donc là, on est dans la sociologie, dans l'anthropologie qui remonte à Marcel Mauss, par exemple. C'est-à-dire que dans la société archaïque, les échanges entre les hommes sont fondés non pas sur de la monnaie, donc justement, mais sur un don et un contre-don qui fondent une sorte d'obligation entre les êtres. C'est-à-dire que les êtres sont liés par une obligation morale qui est pas moralisatrice, mais qui est fondamentale, qui conditionne la relation entre les êtres. C'est-à-dire que je donne à mon chef de tribu un cadeau, lui va me rendre quelque chose automatiquement, et ces dons et ces contre-dons ne sont pas des dons d'argent évidemment, mais des dons de choses, des dons de concrètes, vraiment qui obligent l'individu à s'engager de manière extrêmement réelle. Et donc l'argent permettrait de se libérer de cette obligation d'un contre-don, de cet engagement de la personne dans cette relation sociale. L'argent, il suffirait de donner de l'argent pour se libérer de toute obligation morale envers quelqu'un qui nous a donné quelque chose. Et donc cela va changer totalement les relations, la structure des relations sociales, la structure morale des relations sociales. Donc l'argent peut apparaître par la modernité comme un outil de libération. L'individu n'est plus impliqué dans l'ensemble de sa personne quand il échange avec quelqu'un. L'argent, ça permet de se dédouaner de toute obligation morale et de faire, en quelque sorte, d'évacuer toute obligation. En donnant de l'argent, j'évacue toute forme de valeur, toute forme d'obligation, de devoir moral ou d'honneur ou de promesse à accomplir envers un individu qui m'a donné quelque chose, qui a une obligation envers moi. Je donne de l'argent et donc je ne suis plus impliqué, je suis désengagé finalement. L'argent désengage l'individu d'un point de vue moral. Donc l'argent devient un outil extérieur de commerce, de relation à l'autre. C'est-à-dire que les individus ne sont plus liés par un pacte métaphysique, par un pacte qui engageait leur essence morale, mais ils extériorisent. C'est-à-dire que l'argent devient une sorte de monnaie extérieure aux hommes, puisque l'argent ne fait pas partie de nous. Mais donc, voilà, ça extériorise complètement le principe de la relation à l'autre. Donc, ça se met en opposition avec la figure de l'aristocrate que met en scène Balzac. L'aristocrate devient une sorte de dernier des Mohicans dans cette société de l'argent, puisque l'aristocrate au XIXe siècle est dans la société de la Restauration, et puis dans la société de la monarchie de Juillet que décrit Balzac. Donc, vous savez sans doute que c'était la fin de l'aristocratie, il y avait encore des comtes, des ducs, des duchesses, des marquis, etc. Mais c'était vraiment, c'était la fin, ce système aristocratique s'essoufflait totalement. Il n'était plus associé à des valeurs grandioses, mais plutôt à un establishment tout simplement de décor. Et donc l'aristocrate dans cette société, quand il ne s'engage pas dans des activités économiques, eh bien, il va continuer dans cette figure de l'aristocrate qui n'a pas de commerce direct avec l'argent, qui était la figure traditionnelle de l'Ancien Régime. L'aristocrate, par essence, n'est pas quelqu'un qui travaille, déjà, comme vous le savez sans doute. L'aristocrate, le noble, n'est pas quelqu'un qui fait du commerce, et donc il ne doit pas toucher l'argent, puisque l'argent est impur. Dans la société aristocratique, dans la société classique, féodale et monarchique, l'argent est impur, donc l'aristocrate, lui, ne touche pas l'argent. Ceux qui touchent l'argent, ce sont les bourgeois. Donc l'aristocrate, lui, ne touche pas l'argent, et donc chez Balzac, quand vous lisez les romans de Balzac, vous trouvez ces aristocrates par exemple, qui ne payent jamais leurs dettes, qui ne payent jamais ce qu'ils achètent. C'est-à-dire, l'aristocrate doit pouvoir acheter sans jamais payer, puisque de toute façon, comme il ne touche pas l'argent, il reporte sans cesse le paiement de ses achats, le paiement de ses dettes, puisque l'argent n'est pas sa préoccupation, il ne doit pas avoir de contact direct avec l'argent. Donc, l'aristocrate, c'est la figure de celui qui ne touche pas à l'argent et qui ne paye pas.
D'ailleurs, ça existe depuis le XVIIe siècle, hein. Quand vous prenez les pièces de Molière, vous avez des aristocrates qui ont des dettes, qui viennent emprunter de l'argent à des bourgeois, comme par exemple dans le Bourgeois gentilhomme. Je ne sais plus comment s'appelle, famille hypocrite et aristocratique de Monsieur Jourdain, je crois que Léante, je ne suis pas sûr, qui vient emprunter de l'argent incessamment au riche Monsieur Jourdain. Donc l'aristocrate a des dettes. L'aristocrate, puisqu'il ne paye pas, eh ben, il a des dettes. Et comme il a des dettes et qu'il repousse incessamment, sans cesse, le paiement de ses dettes, il doit vivre à crédit. Et donc finalement, Balzac démontre que dans cette société moderne, l'aristocrate devient l'exemple même de l'individu endetté, de l'individu qui doit donc dépendre des institutions qui vont, ou des individus, des prêteurs, hein, des prêteurs sur gage, des prêteurs, des usuriers, qui vont donc l'aliéner de sa liberté, puisque au bout d'un moment, il faudra qu'il paye, et il ne pourra pas se libérer de cette dette autrement qu'en la payant finalement. Donc l'aristocrate, en fin de course, hein, dans ce début du XIXe siècle, se révèle l'individu par excellence, soumis à la dette et écrasé par une dépendance à des prêteurs, à des usuriers et à des banquiers. Puisque Balzac va aussi être un des auteurs qui va mettre en scène de grands banquiers, notamment le banquier Nucingen, qui apparaît dans le Père Goriot et qui a été inspiré par l'une des inspirations, l'un des personnages qui a inspiré Balzac pour le personnage de Nucingen, c'est Rothschild. Hein. Balzac avait des relations avec Rothschild. Et donc pour ce point cette idée que je développe de la neutralité de l'argent, il s'avère que l'argent prend la place de la religion dans la société, en canalisant la violence, en prenant en charge toutes les relations sociales, et donc les relations sociales qui, d'un point de vue archaïque, peuvent susciter de la violence. Dans la société traditionnelle, cette violence est canalisée par la religion, elle est médiatisée par la religion, par le sacrifice par exemple, que théorise René Girard. René Girard, vous le savez sans doute, démontre que la violence sociale, la violence entre les individus, va pouvoir se décharger sur le sacrifice religieux afin de ne pas sévir dans la société. Eh bien, l'argent prend en charge cette fonction sociale de telle sorte que l'argent remplace la religion. Donc l'économie devient une continuation du sacré, ce qui peut faire écho à certains discours qui analysent actuellement les crises économiques sur Internet. Alors deuxième point, l'argent est différent de la monnaie et peut constituer une forme de force symbolique. Donc l'argent n'est pas seulement une sorte de neutralité qui remplace toute la morale ou la religion dans l'ère sociale, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à la confiance et également qui est lié au désir. L'argent, c'est le désir matérialisé. Avec l'argent, on va pouvoir accomplir des désirs. Donc Balzac démontre que dans la société moderne, l'argent devient une sorte d'agent, justement. L'argent est un agent d'accomplissement des désirs, donc il remplace toutes les formes d'accomplissement de la volonté ou du désir dans la société traditionnelle, où ça se basait plutôt sur les obligations ou sur l'accomplissement d'un destin. La société traditionnelle qui est fondée plutôt sur le destin, le devoir, la caste à laquelle appartient un individu. Et bien dans la société moderne, l'argent permet d'accomplir tous les désirs à partir du moment où l'on en a de l'argent.
Alors, à ce stade, on peut évoquer le fait que des sociologues comme Marcel Mauss ou Fernand Braudel ont développé l'idée que la monnaie et les terres sont nés au XIIe siècle, hein, sous l'impulsion des banques italiennes notamment. Donc, il faut quand même distinguer l'argent de la monnaie. La monnaie, c'est un principe d'échange, tandis que l'argent, c'est la capacité de l'individu de mettre à contribution de la monnaie pour accomplir ses désirs. Et donc l'argent, c'est plutôt une puissance abstraite, une force, une énergie qui permet à l'individu, sur une base monétaire, d'accomplir tous ses désirs et toutes ses volontés. Et c'est pour ça que Balzac est tout de même un romancier de la volonté, de l'individu ambitieux, de l'individu qui veut s'accomplir dans la société, mais il devra passer par l'argent pour accomplir sa volonté. C'est ça que démontre Balzac. Par exemple, Rastignac, le jeune ambitieux qui veut s'accomplir socialement, qui veut réussir, eh bien, il comprend progressivement qu'il devra passer avant tout par l'argent, et non pas par le savoir, non pas par les valeurs morales, l'honneur, le courage, etc. Il va devoir passer par l'argent. Alors, ça s'oppose évidemment à l'origine antique de l'argent. D'un point de vue historique, l'argent, selon une lecture traditionnelle de l'histoire, a une origine sacerdotale. L'argent est au départ normalement lié au sacré. Puisque si l'on fait des recherches, on se rend compte que c'était les prêtres dans l'Antiquité, dans les sociétés traditionnelles archaïques, c'était les prêtres qui avaient en charge la création et la gestion de l'argent. Et d'ailleurs, des linguistes comme Benveniste ont développé l'idée que cette idée de croyance religieuse, cette croyance dans le prêtre et dans la divinité, était liée au crédit et à la créance. Donc ces trois mots, crédit, créance, croyance, sont associés au verbe croire, viennent tous du verbe croire. Hein. Le crédit, c'est avoir du crédit auprès de quelqu'un, c'est avoir de la confiance. La créance, ça veut dire une dette, mais au départ, ça veut dire la croyance. Et la croyance, c'est le mot qui est resté pour désigner la croyance religieuse, liée au credo, le credo religieux. Donc l'argent reste, au départ, associé à un pouvoir magique reçu d'en haut pour approuver l'homme dans ses relations avec la divinité. Donc c'est pour ça que c'était les prêtres qui géraient, qui créaient et qui géraient l'argent, parce que l'argent était lié à la croyance, à la confiance entre les individus, basée sur une relation religieuse, avec un même Dieu. Donc les hommes sont associés entre eux, sont unis dans la société, grâce à la croyance en un même Dieu, grâce à un acte religieux qui cimente la société. Et l'argent devait simplement permettre de matérialiser ce pouvoir magique qui cimentait la société, pouvoir magique, pouvoir religieux, pouvoir de la croyance religieuse. L'argent appartient à l'Église et non pas au roi. Hein, ce sont, aussi loin qu'on puisse remonter, ce sont les druides qui modelaient l'argent de manière à y inscrire les symboles qu'il fallait. Parce que si l'argent appartient à l'Église, c'est justement parce qu'elle sait, elle, exactement comment il faut s'en servir. Hein, c'est tout. C'est de cette manière qu'elle saura se prémunir, si vous voulez, de tout ce qui ressemblera de près ou de loin à de l'usure. Voilà. Or, dans la société moderne, dans un premier temps, ce credo ce credo, cette croyance, cette puissance magique, va être prise en charge par le politique. Donc la puissance politique, l'État, va devenir l'instance qui va gérer les relations entre les individus. Donc une relation horizontale va se substituer à un ordre vertical. Donc c'est l'avènement de l'État au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne. L'État va gérer les relations entre les individus, va prendre en charge ce pouvoir magique, et c'est-à-dire que ça va être lui qui va créer la monnaie, qui va créer l'argent.
et non plus les prêtres et la caste sacerdotale. Et la troisième étape, c'est au XIXe siècle, l'avènement de la société libérale, et notamment actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le politique est dépossédé de ce pouvoir magique, de ce pouvoir de création monétaire. Donc vous voyez toutes les implications que ça peut avoir. Cette création monétaire, hein, on a révélé récemment que c'était les banques qui pouvaient créer de la monnaie, et non plus les États. Donc Balzac se situe pleinement dans cette évolution. Il démontre que l'argent, le pouvoir de créer de l'argent, de créer de la valeur monétaire, de créer cette monnaie d'échange, c'est les individus puissants du système libéral qui vont avoir ce pouvoir. Et non plus ni les prêtres, ni la caste sacerdotale, ni même la caste politique. Donc finalement, si l'on remonte cette origine de l'argent, a priori neutre, hein, on a dit que a priori l'argent était neutre. Si l'on remonte cet argent à cette origine sacrée, eh bien il s'avère que l'argent n'est pas neutre. L'argent n'est pas du tout neutre puisqu'il est lié à ce pouvoir magique qu'avaient les prêtres qui créaient de l'argent et qui géraient l'argent dans l'Antiquité. Donc finalement les économistes modernes, les financiers modernes, les banquiers modernes sont les successeurs de ces prêtres de l'Antiquité. Et c'est pour ça qu'ils prétendent parfois avoir le rôle de Dieu, hein, comme selon certaines citations que certains d'entre vous connaissent certainement, certains banquiers se prennent pour des dieux. Juste une petite notation historique qui permet de concrétiser. C'est sous la monarchie de Juillet qu'on a créé la rente, ce qu'on appelle la rente, qui est l'investissement sur la dette de l'État. Donc c'est vraiment à l'époque, il y avait encore donc ce pouvoir du politique, la dette publique pouvait se convertir en rente pour les individus. Donc c'est à cette époque que se développe ce mécanisme de dette publique financée par les rentes particulières, qui va se muer en privatisation progressive de la dette publique, qui aboutit aujourd'hui précisément aux fameuses crises des subprimes et crise des dettes publiques européennes notamment. Troisième point de ma conférence, que je ne vais pas... il y a encore 2 points, donc je ne vais... le troisième, c'est sur les formes de l'argent. Comment se manifeste l'argent dans la société moderne que dépeint Balzac? Balzac, avant tout, il est celui qui va révéler les formes subsidiaires, les formes supplémentaires, abstraites et virtuelles de l'argent. Balzac, c'est vraiment l'auteur qui va révéler le caractère virtuel de l'argent comme puissance abstraite, qui s'exerce sur les individus en dehors de toute base concrète. Par exemple, la base de l'échange en or, hein, l'échange en pièces d'or, en pièces métalliques. Donc le véhicule métallique est remplacé par des choses comme les lettres de change. Donc si vous cherchez chez Balzac toutes les manifestations de ces fameuses lettres de change, la lettre de change étant un document sur lequel vous reconnaissez avoir une dette envers quelqu'un, et cette lettre de change, elle va pouvoir être vendue à d'autres prêteurs, et finalement il va pouvoir y avoir une spéculation de la part de différents usuriers sur cette lettre de change, sur cette dette que vous avez. Et ça existait donc dans la société que décrit Balzac. Et donc, ça démontre bien que, vous voyez, Alexandre Perrault parlait de titrisation du sujet. Titrisation, vous savez, qui est le mécanisme économique, le mécanisme financier qui a présidé à la crise des subprimes. Balzac donc révèle la titrisation de l'individu à travers ces lettres de change, cette dette qu'ont les individus envers un usurier, et que cet usurier peut échanger, peut vendre en spéculant à quelqu'un d'autre. Donc finalement, l'individu, la valeur d'un individu, la valeur de la dette d'un individu n'est plus gagée sur de l'or, sur une valeur monétaire, sur le métal, l'or métallique, enfin la monnaie sous forme concrète et métallique,
mais sur ces lettres de change, qui est une forme de titre spéculatif. Et donc l'individu va circuler, finalement, la valeur de l'individu formalisée par cette lettre de change va circuler entre des différents financiers, différents usuriers, sous la forme de la lettre de change, sans que l'individu puisse le contrôler. Puisque l'individu ne peut plus se baser sur l'or pour concrétiser son paiement de la dette ou pour s'acquitter de cette dette, il ne va plus avoir le contrôle sur cette lettre de change qui va circuler entre divers financiers. Et donc Balzac démontre avec cette circulation des lettres de change qui est dans beaucoup de romans de Balzac, hein, notamment Gobseck, Illusion perdue et d'autres encore, que le sujet va perdre le contrôle sur l'évolution de son investissement, de son économie. L'individu subit un mécanisme économique qui virtualise les échanges. Et donc toute l'œuvre de Balzac est comme ça une sorte d'expérimentation de la virtualisation de la monnaie. L'argent l'argent sous forme de la lettre de change devient le gage de la valeur de l'individu. Donc l'individu est dépossédé de sa valeur au profit d'un document qui n'est qu'une spéculation boursière. Donc dernier point de ma conférence, que je vais faire peut-être un petit peu plus court, qui est simplement l'évocation du caractère littéraire. La relation entre la littérature, la représentation littéraire romanesque, et ce qu'elle nous apporte sur l'économie. Donc quel est le rapport entre l'économie et la littérature? Puisque, a priori, les romans, la littérature, c'est aujourd'hui, quand vous dites je vais lire un roman, c'est pas souvent lié à une réflexion sur l'économie ou sur les mécanismes financiers, sauf si vous lisez un roman de quelqu'un qui a été financier. Et Balzac, c'est vraiment autre chose. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va vraiment vous expliquer comment fonctionne l'économie moderne. Grâce à Balzac, la littérature va expliciter les formes modernes de l'économie, parce qu'il va faire de la dette la structure narrative de la plupart de ses récits. Tous les récits de Balzac peuvent être interprétés à partir d'une dette initiale que tracte le héros, le personnage principal, et dont il va devoir s'acquitter à la fin de l'histoire, à la fin du roman. Donc si vous lisez un roman de Balzac, vous allez vous rendre compte que cette dette, que l'individu est en quelque sorte frappé par une dette qu'il devra résoudre avant la fin du roman. Et que ça révèle l'affinité profonde entre le roman balzacien, la littérature romanesque, et l'économie. Le personnage de roman est en quelque sorte un sujet économique. Enfin, toujours dans la même idée, c'est que dans cette affinité entre la littérature et l'économie, l'argent a quelque chose de particulier, de spécial, avec une relation spéciale avec la littérature, puisque l'argent est en quelque sorte une valeur fictive. L'argent, quand vous avez un billet de 100 francs, vous pourriez mettre, l'État pourrait mettre, l'État qui crée la monnaie, qui imprime les billets, mettre 500, 1000, ou alors 5 ou 2 sur le billet, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que ça vaudrait ce qui est marqué. Donc l'argent a une valeur fiduciaire, on appelle ça la valeur fiduciaire, c'est-à-dire que on marque sur le billet sa valeur, et elle est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est acceptée par tous à partir d'un principe arbitraire. Donc c'est fictif, hein, c'est une valeur fictive puisqu'on peut mettre n'importe quelle valeur à un billet. Eh bien, la littérature, finalement, c'est pareil. La littérature, un roman, c'est quelque chose de fictif. Donc l'argent et la fiction, la littérature, ont une relation tout à fait spéciale, une sorte d'affinité. Donc finalement, la littérature nous révèle ce qu'est l'argent, c'est-à-dire une fiction tenue pour vraie, et l'argent est lui-même une sorte de roman. Quand vous vendez, quand vous achetez quelque chose avec un billet, qui a une valeur essentiellement fiduciaire, eh bien c'est en quelque sorte si vous participiez au grand roman de cette économie qui se fonde sur des fictions. Et donc il y a une affinité entre la créance financière et la crédibilité d'un récit romanesque. Donc ça c'est pour vous dire que
que, selon certains critiques, la littérature a une affinité tout à fait profonde avec le fait que l'auteur, le lecteur ont une relation de confiance, de représentation du réel. Donc l'argent est une sorte de représentation du réel qui aurait une valeur littéraire finalement. Donc je conclurai là-dessus, ma conférence que je n'ai pas voulu extrêmement longue. Simplement, je vais peut-être pour conclure vous évoquer, si vous voulez creuser ce sujet, les romans de Balzac qui plus précisément pourraient vous montrer ces mécanismes et cette révélation par Balzac de l'importance de l'argent dans la société moderne, dans la société libérale. Donc vous pouvez lire un roman qui s'appelle Gobseck, G-O-B-S-E-C-K. C'est une nouvelle relativement courte où Balzac a écrite en 1830 et qui dépeint un usurier qui s'appelle Van Gobseck. J'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Gobseck donc. C'est un usurier juif d'origine hollandaise, je crois. Et qui est donc dans lequel Balzac va vraiment incarner le type même de l'usurier, mais c'est un usurier qui n'est pas simplement machiavélique, voire maléfique, donc cette fameuse figure de l'usurier juif maléfique de l'Ancien Régime, c'est pas seulement ça, Balzac va en faire aussi une sorte de génie, et de quelqu'un qui connaît les rouages de la société. C'est-à-dire que Gobseck, en se faisant rembourser des dettes que les aristocrates ou des gens ne peuvent pas rembourser, il va à chaque fois s'intégrer dans la vie des familles pour leur révéler leurs défauts, pour leur révéler leurs vicissitudes, leurs vices, et pour leur montrer que s'ils ont une dette, c'est parce qu'il y a une raison. Mais en même temps, Gobseck apparaît comme une sorte de divinité qui va contrôler la vie de ses familles, puisque il va leur réclamer cet argent qu'ils ont en dette. Donc voilà, vous pouvez lire Gobseck pour, si vous voulez, un peu connaître cette incarnation de l'usure, de la dette que constitue ce personnage. Vous pouvez lire aussi Le Père Goriot, où vous avez donc cette figure du père qui a 2 filles et qui va se ruiner pour ces 2 filles, qui vont rester ingrates à cette ruine, donc du Père Goriot. Donc ces 2 filles qui sont mariées à 2 personnages de la haute société et qui vont se ruiner pour des raisons diverses, pour des raisons parfois égoïstes, et qui donc démontrent les rouages de l'économie à travers le personnage de Nucingen, qui est un des gendres donc, du Père Goriot justement, et qui est un banquier. Et donc, autre roman que j'ai évoqué, Illusion perdue, où vous avez ce fameux personnage de Lucien de Rubempré, qui est assez connu, et qui évoque par exemple un personnage médiatique comme Zemmour. Lucien de Rubempré, c'est le jeune ambitieux, qui est poète, donc c'est un littéraire, qui arrive à Paris, qui est un provincial, et il arrive à Paris et il veut se faire reconnaître, connaître la richesse, la fortune, la reconnaissance sociale, en publiant ses poèmes, en publiant ses œuvres littéraires, et il va être confronté à un mécanisme social absolument infernal, en s'engageant dans la voie du journalisme, qui devient le véhicule de cet accomplissement littéraire des hommes, c'est-à-dire que parce qu'il échoue à se publier et à réussir par la publication, l'édition de ses œuvres, il va devoir devenir un journaliste. Il va devoir se compromettre, se prostituer. Donc là, vraiment, c'est vraiment la prostitution de la pensée, la prostitution de l'auteur, du génie, dans le journalisme, parce qu'il va devoir se vendre. C'est-à-dire que la littérature, écrire un roman, publier un roman, c'est s'accomplir en tant qu'être de pensée, d'artiste, d'auteur, tandis que le journalisme, c'est vraiment se prostituer, vendre son talent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le grand penseur, le grand philosophe, le grand critique Georg Lukács, qui est un grand penseur marxiste, va se baser sur Illusion perdue pour faire son analyse de la société balsacienne, de l'avènement
de l'exploitation du sujet par le mécanisme de la société libérale, ce mécanisme du capitalisme. Du capitalisme, s'emparer de l'individu et lui faire perdre son autonomie, lui faire perdre ses propres valeurs au profit donc du mécanisme d'investissement et de la finance, de l'argent. Donc voilà, je vais finir là-dessus et je serai heureux de répondre à vos questions sur le sujet, ou si vous voulez d'ailleurs élargir vous-même, puisque moi je ne suis pas économiste, mais si vous voulez élargir le sujet sur la question, n'hésitez pas. Je vous remercie. Écoute, merci à toi, Cocopelli. Donc, je rappelle que vous pouvez nous transmettre vos questions donc à Simon et moi ce soir. Donc moi j'aurais peut-être une question, c'est toi qui connais bien Balzac, qui connais bien sa vie aussi, son autobiographie, enfin sa biographie, pardon. Que peux-tu nous dire du lien personnel qu'a entretenu Balzac avec l'argent, parce que je crois que c'était quelqu'un qui était également très souvent endetté, peut-être une des raisons pour lesquelles il a pu si finement parler du processus d'endettement. Très bonne question, et d'ailleurs j'en ai pas parlé puisque je me suis intéressé surtout à la pensée et au personnage, mais ça fait partie des choses qu'avait d'ailleurs évoqué l'auteur de cette conférence que j'ai reprise, que j'ai fait à ma sauce, tout de même. Donc Alexandre Perrault avait évoqué le fait que Balzac était effectivement quelqu'un frappé par les dettes, donc quelqu'un qui met en scène les dettes dans ses romans, mais qui est lui-même fondamentalement quelqu'un d'endetté. Puisque, et pour revenir sur des choses concrètes, en 1828, Balzac va faire une banqueroute puisqu'il il s'était engagé dans une entreprise d'édition. Il avait voulu fonder à 28 ans, à 28-29 ans, il voulait fonder une maison d'édition. Et donc il avait acheté des imprimeries, etc. Et il a complètement raté cette entreprise. En 1828, donc il a 28 ans, il est né en 1799, et il commence donc sa vie d'auteur, puisque c'est à partir de cette époque-là qu'il va être un auteur de romans, un romancier, avec 60 000 livres de dettes, et si on convertit, ça ferait à peu près 225 000 euros de dettes. Donc à 28 ans, il commence sa carrière littéraire d'auteur avec 225 000 euros de dettes. Et d'ailleurs, certains critiques comme Stefan Zweig ont suggéré que c'était à cause de ces dettes que Balzac continuait à écrire, c'est-à-dire que Balzac faisait exprès de rester endetté, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir toujours écrire et pour devoir toujours écrire des romans et les faire publier. Oui, c'est une interprétation assez curieuse. Moi, j'avais cru comprendre plutôt il avait un petit peu le couteau sous la gorge, c'est-à-dire que pour lui, être un romancier à succès, c'est écrire de bons romans, les écrire rapidement, en 3 mois parfois. Ce que tu avais souligné notamment lors de la précédente conférence que Balzac avait excessivement écrit. Enfin, pas excessivement, enfin énormément en tout cas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, donc, il semblerait quand même que Balzac avait un petit peu le couteau sous la gorge, était obligé d'écrire pour se rembourser, enfin pour rembourser ses dettes plutôt. Oui, non mais ça c'est évidemment Balzac, toute sa vie, il va être poursuivi par ses créanciers, et d'ailleurs, ça reste ambigu, tout simplement pour une très bonne raison, c'est que Balzac va s'endetter volontairement. Il va s'endetter en faisant des dépenses somptuaires au cours de sa vie. Il va jouer le personnage d'un dandy, c'est-à-dire que Balzac, c'est pas seulement l'auteur enfermé dans son cabinet d'écriture, son bureau, en train d'écrire ses romans, c'est aussi, bizarrement, je sais pas comment il trouvait le temps, mais déjà il dormait très peu, il dormait très peu et il vivait avec le café, mais il avait beaucoup d'activités sociales et il vivait en dandy. Il passait des soirées dans la grande société, dans la haute société, en s'habillant bien, et par exemple, on connaît un objet fameux de Balzac à l'époque, c'est la canne de Balzac, qui a d'ailleurs été l'objet d'un texte de la part de je ne sais plus qui, j'aurais dû m'en souvenir, mais quelqu'un a écrit quelque chose sur la canne de Balzac, qui est une canne avec des pierres précieuses, donc qui était l'objet typique du dandy, c'est-à-dire
du personnage élégant, vaguement aristocratique de l'époque. Donc Balzac se ruinait pour ce genre de choses-là parce qu'il était fasciné par aussi cette capacité de l'individu moderne de s'acheter de très jolies choses, de s'habiller, d'avoir des objets précieux, d'être élégant, etc. Et à la fin de sa vie, où il y a toujours des problèmes d'argent évidemment, il va se marier, donc quelques mois avant de mourir d'ailleurs, il va se marier avec cette fameuse, la personne avec laquelle il a correspondu pendant des années, qui s'appelle Evelyn Hanska, et donc dont il est amoureux depuis des années évidemment, et il va essayer de se construire, de se faire à Paris un appartement magnifique pour accueillir sa femme, qui est donc d'origine ukrainienne, d'origine russe. À l'époque, c'est la Russie. Et donc, il va se ruiner totalement pour cet appartement dans lequel il veut accueillir sa femme. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il va ne plus écrire, d'ailleurs. Dans les années 1848 jusqu'à 1850, il meurt en 1850, il ne va pratiquement plus écrire, puisqu'il va en quelque sorte se perdre dans ses dettes, et dans ses activités, dans ses dépenses. Merci Cocopelli. Avant de passer à une première question d'auditeur, je voulais simplement dire, alors effectivement tu as évoqué Madame Hanska. Madame Hanska, c'est aussi un personnage qui apparaît dans Le Père Goriot, une des œuvres centrales dont tu as parlé tout à l'heure, si je me souviens bien. J'ai coupé mes haut-parleurs donc, à la place de couper le micro, donc j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je disais que Madame Hanska, dont tu parles, qui est lié à la vie de Balzac, qui était sa femme, c'est aussi un personnage qui apparaît dans Le Père Goriot. C'est une allusion à la propre vie de Balzac, si je me souviens bien. Oui, je sais pas à quelle allusion tu fais allusion justement, mais oui, dans toute son œuvre, il va suggérer sa propre vie, sa propre existence. Merci. Alors Simon, tu as une question d'auditeur? Oui, Cocopelli, donc je relais une première question d'auditeur. Est-ce que selon toi, on peut parler de Balzac comme d'un écrivain marxiste avant Marx? Bah oui, donc c'est une question qui a intéressé évidemment. En fait, la plupart des marxistes ont lu Balzac. Déjà, la plupart des marxistes du XXe siècle. C'est un auteur fondamental pour tous les philosophes, pour tous les intellectuels déjà évidemment, mais évidemment pour tous les marxistes. Alors maintenant au niveau de Marx, moi mon point de vue, c'est que Balzac est un génie évidemment supérieur à Marx, puisqu'il va concilier trois choses. Il va concilier la compréhension de la modernité économique, l'énergie que constitue l'argent dans la société économique, c'est-à-dire que l'argent n'est pas fondamentalement maléfique, il ne fait pas une caricature de l'argent. Et pourtant, il va continuer à montrer les mécanismes nocifs, les mécanismes vraiment négatifs qui oppressent et qui aliènent l'individu dans la société libérale, qui devient une société économique. Donc, et de ce point de vue, Balzac fait les analyses de Marx. Simplement, Balzac va s'intéresser très peu à la macroéconomie. Au niveau macroéconomique, Balzac, évidemment, ne va pas, sa réflexion ne va pas très loin dans ce qu'on appelle la macroéconomie, les échanges internationaux, ce genre de choses-là. Simplement, au niveau de la relation du sujet à l'économie, à la société, la qualité sociale des individus dans l'économie générale, là, Balzac va être extrêmement lucide et il va révéler les rapports entre l'humain et les relations sociales à travers l'économie. Notamment la dette, c'est-à-dire la question de la finance.